J'ai pas confiance en ce vaccin. Je sais pas du tout quels sont les risques et tout ça, et on n'est pas assez au courant, on n'est pas assez informé. Ça, c'est un nouveau vaccin, donc les effets secondaires, on les connaît pas. Préparation trop rapide, effets secondaires dramatiques, jamais vaccin n'avait eu aussi mauvaise presse. Résultat, 8% de vaccinés quand la France en attendait 75. Comment le pays de Pasteur en est-il arrivé là? Pour le savoir, il faut remonter les méandres d'une histoire chaotique. Elle porte depuis 60 ans les stigmates d'une maladie dont très peu se souviennent. Henriette a 8 ans quand elle contracte la polio. Nous sommes en 52, un vaccin vient d'être mis au point, mais elle ne l'a pas reçu. Je n'ai pas été vaccinée contre la polio parce que j'avais eu une vaccination antivariolique avec une réaction beaucoup trop forte. Et le médecin et mes parents ont décidé de ne pas me vacciner contre la polio. J'ai eu la jambe gauche complètement paralysée, mais toujours d'ailleurs. J'ai marché avec des cannes pendant 40 ans et j'ai fini par avoir les épaules usées, j'ai de l'arthrose et maintenant je souffre et donc je ne peux plus marcher avec mes cannes comme je le faisais il y a 10 ans encore. Comme Henriette, dans les années 50, des milliers d'enfants se retrouvent handicapés à vie. La polio tue même 1800 personnes chaque année à cause de graves atteintes pulmonaires. Certains ne devant leur salut qu'à ces poumons d'acier. Les variations de pression s'exerçant sur la poitrine du sujet forcent la cage thoracique à fonctionner artificiellement en rythme normal de 15 à 20 respirations par minute, et cela pendant plusieurs semaines s'il est nécessaire. La maladie terrorise, et le vaccin est accessible depuis peu. Alors, les mères de famille se précipitent. Je n'ai jamais reproché à mes parents de ne pas m'avoir vaccinée parce que bon, ils avaient pris leur décision sans doute en toute conscience et je pense que voilà, ça fait partie de la vie. Mais je dois dire qu'on ne se rend pas compte qu'on doit se faire vacciner. Les risques sont mineurs par rapport à ce que peut être une atteinte de polio. Le vaccin contre la polio est obligatoire en France depuis 1964, depuis que l'on sait fabriquer les vaccins de façon industrielle. Mais avant de les produire à la chaîne, encore faut-il savoir ce qu'ils contiennent. Petit cours de biologie avec le docteur Soubéran et son assistant virtuel. À l'origine de tout, un microbe, virus ou bactérie que l'on doit cultiver. Les virus ont besoin de cellules, en général de mammifères, pour pouvoir se multiplier à l'intérieur des cellules. Donc la première étape, c'est culture de cellules. On met donc les virus vaccinaux sur ces cellules qui infectent les cellules et donc il y a une multiplication des virus vaccinaux dans ces cellules. Reste alors à séparer le microbe de son milieu de culture avant de l'utiliser. Les vaccins contiennent soit un microbe vivant atténué, soit un microbe tué. Mais depuis quelques années, une autre technique a vu le jour. Ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on identifie les quelques fragments de la bactérie, du microbe, qui sont responsables de la protection conférée par la vaccination et on utilise ces seuls fragments comme vaccin. Pour booster l'immunité, un adjuvant est en général combiné au microbe. Lorsqu'il est injecté, le microbe vaccinal est capturé par des cellules gloutones, les macrophages. Alertés, les gardiens de l'immunité, les lymphocytes, ici en gris, se multiplient. Ils produisent alors une grande quantité d'armes de défense spécifiques à ce microbe. Ce sont ces petites fourches jaunes, les anticorps. Des armes capables de pourchasser le microbe et de le détruire. Une fois la bataille gagnée, quelques lymphocytes restent dans le corps comme des sentinelles. Ils pourront alors produire à nouveau très rapidement les anticorps nécessaires si le microbe se représente.
tout l'enjeu de la vaccination, c'est de montrer des bouts de microbes ou des microbes inoffensifs pour éduquer ces cellules et ces molécules, de telle sorte que le vacciné, lorsqu'il rencontrera le microbe à l'état sauvage, soit protégé du risque de maladie et du risque de complications de ces maladies. En cas d'attaque microbienne, l'individu vacciné, à gauche, se défend plus vite, car il possède déjà le matériel pour lutter contre cette agression. Plus vite que celui de droite, non vacciné, qui n'a jamais rencontré le microbe. Ce principe, on l'applique sans le connaître depuis très longtemps. L'histoire des vaccins commence en Chine, au XIe siècle. Contre les épidémies de variole, les femmes ont développé une astuce. Elles prélèvent dans les pustules des malades un peu de pus. Avec l'aiguille souillée, elles piquent les jeunes enfants. Ils développent alors une variole bénigne et semblent protégés contre la forme virulente de la maladie. Les gens avaient compris qu'une fois qu'on avait contracté la maladie, on ne la recontentait pas une seconde fois. Cette habitude populaire, les médecins l'adaptent pour en faire une pratique médicale, la variolisation. L'idée, c'était de prendre des pustules de personnes infectées par le virus de la variole. À l'époque, évidemment, on ne savait pas que c'était un virus. Prendre cette pustule, la broyer, la faire dessécher pendant quelques jours, même un mois généralement, rajouter des plantes médicinales et insuffler ceci par voie intranasale, dans le but de produire une maladie bénigne. Alors malheureusement, évidemment, 2 à 4% des personnes mouraient, faisaient une variole réelle. Mais un nombre non négligeable restait protégé contre cette maladie et ne contractait plus la variole réelle. Au fil des siècles, les marchands colportent cette idée le long de la route de la soie, vers l'Orient, puis l'Europe. Mais il faut attendre le XVIIIe pour qu'un médecin anglais lui donne ses lettres de noblesse. À l'époque, les vaches sont couvertes de pustules à cause d'une maladie, la vaccine. Une maladie qu'elles transmettent aux fermiers qui développent à leur tour des pustules. Mais aucun d'entre eux ne contracte la variole qui fait alors des ravages dans la population. Le docteur Jenner y voit un lien. Il inocule la maladie de la vache à l'homme pour le protéger. Jenner avait en quelque sorte démontré le principe de vaccination, c'est-à-dire qu'il était possible d'injecter quelque chose d'inoffensif pour l'être humain et qui induisait ensuite une immunité contre un microbe dangereux. Bon, à l'époque, ils ne savaient pas le rôle des microbes, etc. Mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait être étendu de façon générale, parce que Jenner avait utilisé un microbe provenant d'une maladie animale extrêmement proche de la maladie humaine. La maladie animale, la vaccine, donnant au passage son nom au principe de vaccination. Mais pour que ce concept soit étendu à d'autres maladies, il faut attendre Pasteur au siècle suivant. Sous la lentille de son microscope, le biologiste a découvert les microbes. Il a montré que ces micro-organismes transmettaient des maladies. Mais en cette fin du 19e, il va plus loin. Pasteur découvre que ces microbes, mis en solution et laissés plusieurs jours à l'air libre, perdent leur virulence. Mieux, quand il injecte la solution, non seulement les cobayes ne meurent pas, mais en plus, ils semblent protégés. Il le démontre avec la maladie du charbon qui décime les moutons. À Pouilly-le-Fort, devant la presse médusée, il sauve grâce au vaccin la moitié d'un troupeau. Avec cette fameuse expérience de Pouilly-le-Fort sur le charbon, Pasteur avait donc convaincu un grand nombre de gens de la validité de cette théorie, mais il y avait encore pas mal de sceptiques, notamment dans le monde médical, puisqu'on n'en était pas encore au vaccin humain. Alors Pasteur a décidé de s'attaquer à la rage. Ça avait deux avantages. D'abord, c'est une maladie qui avait une image qui terrorisait les populations, et même si elle n'était pas tellement